Alors, dans cette partie de cours, on va essayer de voir la cinématique du contact entre deux solides. Et éventuellement, alors on suppose deux solides en contact. Comme vous voyez devant vous sur ce schéma, vous avez deux solides 1 et le solide 2 donc en contact au point P. Les deux solides, il y a généralement une déformation au niveau normalement de l'aire de contact, mais on suppose que les déformations sont faibles et on peut simplifier l'étude et on va supposer que le contact entre le solide 1 et le solide 2 étant un contact quasiment ponctuel. C'est très important comme hypothèse. Donc d'un point de vue cinématique, on modélise le contact entre les deux solides et on considère que les solides restent indéformables et le contact est quasi ponctuel. Remarquez que on définit une vitesse Vp de 2 par rapport à 1 ou de 1 par rapport à 2, c'est pareil, c'est réciproque, au niveau du contact entre le solide 1 et le solide 2. La vitesse étant portée par le plan tangent en P au solide 1 et au solide 2. Ce qu'on appelle la vitesse de glissement. Alors, il convient alors de distinguer en fait trois points de contact entre le solide S1 et le solide S2. Le point P d'abord qui est le contact géométrique entre les deux solides à l'instant donné T, sachant que on évolue dans le temps. Vous avez donc une cinématique de l'ensemble et à chaque instant donné T, donc on peut repérer le point de contact P entre les deux solides S1 et S2, ce qu'on appelle le point de contact géométrique. Ce point de contact au même instant T, c'est aussi un point éventuellement qui appartient à S1. Et aussi, c'est un point qui appartient à S2 à l'instant donné T. Les points P, P1 et P2 sont confondus à l'instant T, mais ils ont des trajectoires qui sont différentes et a priori, éventuellement, des vitesses qui vont être différentes. Alors, on définit la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1 au point P, dans le mouvement de 2 par rapport à 1 par une vitesse de glissement Vp de 2 par rapport à 1 qui est égale à la vitesse de glissement. Alors cette vitesse Vp elle appartient au plan tangent en P, A2 et A3, ce que j'ai appelé le plan P. Donc on définit une vitesse, c'est une vitesse relative entre le corps 1 et le corps 2 au point de contact P, donc il n'a rien de particulier pour le moment, et qu'on va utiliser éventuellement dans la deuxième condition qu'on va voir le roulement sans glissement. Alors, justement, donc le roulement, la condition de roulement sans glissement qu'on appelle RSG entre 2 et 1 au point P, donc s'il y a roulement sans glissement, on suppose que cette vitesse relative doit être égale au vecteur nul. Alors pour qu'on puisse développer cette vitesse de glissement, ce qu'on appelle la vitesse relative entre le corps 2 et le corps 1 au point P, le point de contact, on va prendre un exemple d'un pneu sur le sol pour illustrer justement cette vitesse de glissement et on verra que éventuellement cette condition va nous permettre d'en déduire une équation très intéressante, supplémentaire, entre les paramètres de position du corps ou des solides et qui peut être utile justement comme équation supplémentaire lorsqu'on est dans la résolution justement des équations et lorsqu'on cherche à établir les équations des mouvements. Alors on va prendre les premiers exemples, c'est le cas d'un pneu sur le sol. Alors le contact du pneu avec le sol, je vais le supposer le point I. Alors on va essayer de paramétrer le problème. Je rappelle, pour paramétrer la mobilité du solide, on lie un repère au solide et on essaie de repérer la position souvent de l'origine de ce repère et les orientations de ce repère. Donc je vais lier un repère au solide, le sol plutôt, et un repère. Paramétrage du problème, soit R0, le repère qui est lié au sol, et R1, le repère qui est lié au pneu. Alors, bien évidemment, vous avez une rotation du pneu par rapport au sol. Donc, j'aurai à proposer un angle d'état qui va permettre de paramétrer la position de R1 par rapport à R0 que vous avez sur la figure plane. Donc, c'est un problème plan. L'orientation se fait autour de Z0. Donc, le passage
de R0 à R1 se fait par une orientation de la base R1 par rapport à R0 par un angle θ. Donc on peut en déduire oméga de R1 par rapport à R0 égale à θ point Z0. La position de R1 par rapport au référentiel R0 fixe se fait aussi par la position de l'origine C. Donc si on regarde les coordonnées de C, donc vous avez XC sur l'axe X0 et sur Y0, c'est-à-dire XC, c'est égal à R, le rayon, donc c'est une constante. Donc le seul paramètre en mobilité, en translation, en tout cas, du pneu par rapport au sol, c'est XC. Donc deux paramètres de position qui sont XC et θ qui sont suffisantes pour décrire et paramétrer la mobilité du pneu par rapport au sol, sachant que le sol, il est fixe, il est lié à R0. Application de la condition de roulement sans glissement. Donc, on va s'y poser, bien évidemment, donc, la condition de roulement sans glissement. VI de P par rapport à S égale au vecteur nul. Alors souvent, donc, on réécrit cette équation en utilisant les points qui appartiennent au solide, sachant que le point I de P par rapport à S, c'est le point de contact, mais c'est aussi le point qui appartient à P et qui appartient à S, c'est-à-dire le pneu et le sol. La vitesse de I de P par rapport à S, on va la réécrire autrement. C'est la vitesse du point I appartenant au pneu par rapport à R0 moins la vitesse de I appartenant à S par rapport à R0. La vitesse de I appartenant au sol par rapport à R0 égale au vecteur nu. Pourquoi? Parce que dans cet exemple, le sol il est lié à R0 ou R0 il est lié au sol. Donc la vitesse de tout point qui appartient au sol par rapport à R0, il va être égal à 0. Tant mieux, donc ça permet de réduire un peu l'expression de calcul. La vitesse de I du pneu par rapport à R0 égale, on va utiliser Varignon en passant par le point C, c'est la vitesse de C appartenant au pneu par rapport à R0 moins IC vectoriel oméga de P par rapport à R0. La vitesse du point C, donc on peut le calculer facilement, c'est la dérivée de la position OC, or OC c'est égal à OI plus IC, c'est-à-dire égal à XC porté par X0 plus R porté par Y0. Or R et Y0 ils sont fixes. Leur dérivée dans la base R0 il va être égal à 0. Reste la dérivée uniquement XC qui est égal à X point C porté par X0. Et c'est égal à R porté par Y0 et oméga c'est égal à θ point Z0. Donc finalement la vitesse de I appartenant à P par rapport à S0, ça doit être égal à X point C plus R θ point porté par X0. Donc on peut extraire facilement en utilisant l'équation 1 en remplaçant les différentes vitesses par leur valeur. Hein, la vitesse de glissement doit être égale à X point C plus R θ point porté par X0 égale au vecteur nul. Ça veut dire que R θ point plus XC point égale à 0. C'est l'équation issue de la condition de roulement sans glissement. Alors dans cet exemple 2, on va avoir le cas d'une sphère sur un rail. Donc on suppose une sphère creuse de masse M, de rayon A, se déplaçant sur un rail circulaire de rayon R plus 1, et qui est mobile autour d'un diamètre vertical, c'est-à-dire le diamètre vertical, ce qu'on a noté par Z0. Alors la première des choses, c'est une lecture par rapport au paramétrage de mon problème. Donc je devrais regarder un peu les référentiels qui sont proposés, les angles d'orientation, pour que je puisse mettre en avant l'ensemble des paramètres qui vont permettre de positionner les différents solides dans ce cas de configuration. Alors, nous avons le référentiel fixe d'observateur R0, je suppose un repère galiléen. R1 est le repère lié au rail, genre la couronne la plus grande, et qui est en liaison pivot par rapport à l'axe Z0. On remarque dans le passage de R0 vers R1 concerne Z0, donc certainement on aura une rotation autour de Z0. D'ailleurs, elle est illustrée par psi. Puis nous avons un repère R qui est lié à la sphère,
que j'ai appelé CXVZ, dans la rotation de la sphère se fait par un angle phi. Donc on remarque que le passage de R1 vers R se fait ou se fera par une rotation autour de V. Et là, on donne l'angle phi. Donc c'est une première lecture qui va me permettre de revoir ou de voir un peu les passages entre les différentes bases relatives justement au solide. Alors vous remarquez qu'il y a un repère qui n'est pas mentionné, en tout cas qu'on le retrouve sur la figure, sur le repère X1 VZ1, que je vais appeler par la suite RU. C'est un repère qui va être utile pour positionner uniquement le point C qui est le centre de la sphère par rapport au référentiel R0. Donc il est porté par Z1, j'ai OC égale à R porté par Z1 et la position de C va être à la fois positionnée par R et par un angle d'état qui va me permettre d'avoir un peu les coordonnées polaires. Alors dans cette partie, on met en évidence les passages entre différents référentiels. Le passage de R0 vers R1 s'opère par un angle psi, donc nous avons une rotation autour de Z0. Et le passage de R1 vers R, le repère R, s'il est lié à la sphère, se fait par un angle phi autour de l'axe V. Sachant que nous avons un repère RU, comme j'ai dit, donc c'est un repère, c'est un référentiel utile que j'appellerai RU, qui s'opère aussi par une rotation d'état. Ce référentiel va servir, comme j'ai dit, donc à opérer la position du point C, centre de la sphère par rapport au référentiel R1. Donc on peut en déduire oméga de R par rapport à R1, c'est phi point V, oméga de R1 par rapport à R0, c'est psi point Z0, et oméga de RU par rapport à R1, c'est d'état point V. Dans cette partie, donc, on met en évidence les figures planes pour illustrer les différents passages entre différents référentiels, donc qui permettent aussi, comme j'ai dit souvent, donc les figures planes sont très utiles au niveau du calcul et ça permet de faire souvent des calculs beaucoup plus rapides en forme de calcul vectoriel, souvent entre différentes bases. Donc il est très utile de mettre en place les figures planes et mettre l'accent sur les projections éventuellement par la suite et les matrices de passage entre différentes bases. Alors finalement, pour répondre bien évidemment au torseur cinématique de la sphère qui nous intéresse, dans ce mouvement par rapport à R0, je rappelle que le torseur, c'est oméga de S par rapport à R0 et éventuellement la vitesse du point C de S par rapport à R0. Donc oméga de S par rapport à R0, dès qu'on met en place les figures de passage ou les passages en différents référentiels, on peut en déduire facilement la rotation de S par rapport à R0 qui est égale à oméga de R par rapport à R0, donc qui est égal en composant oméga de R par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 qui est égal finalement à phi point V plus psi point Z0. Donc nous avons la première entité de notre torseur cinématique qui est la résultante cinématique qu'on peut mettre en place facilement dès qu'on met en place les différents passages entre différentes bases. La deuxième entité de mon torseur cinématique, bien évidemment, c'est la vitesse du point C. Alors, pour calculer la vitesse du point C, donc on calcule par dérivation, notamment donc, en utilisant la relation de bord la plus simple, sachant que OC égale à RZ1, sachant que Z1, il appartient à RU. Donc, je vais dériver cette entité dans la base U en utilisant la relation de bord. Comme ça, j'aurai la dérivation de RZ1 dans U égale à 0. Reste à calculer oméga de RU par rapport à R0 vectoriel RZ1. Et oméga de RU par rapport à R0, je rappelle que c'est d'état point V plus psi point Z0 vectoriel RZ1. Donc, reste à faire un produit vectoriel tout simple. V vectoriel Z1, c'est X1.
Z0 vectoriel Z1, ils sont sur la même figure plane. L'angle entre les deux, c'est le θ, donc sinus de θ porté par V. Et je mets en place alors le vecteur vitesse du point C dans son mouvement par rapport à R0, qui est égal à θ point Rx1 plus R psi point sin de θ V. Le torseur cinématique alors de la sphère dans son mouvement par rapport à R0 et qui est égal à oméga en résultante et V de C en champ de moment. On peut donc l'exprimer au point C par ces valeurs qui sont calculées auparavant. Donc oméga de S par rapport à R0, c'est phi point V plus psi point Z0. La vitesse du point C, c'est θ point R x1 plus R psi point sin θ V. Et alors, donc, on répond à la première question pour mettre en place le torseur cinématique de la sphère dans son mouvement par rapport à R0. Alors, écrivons cette fois-ci, dans la deuxième partie, la relation de roulement sans glissement. Le cas de roulement sans glissement au point I, puisque I est un point de contact entre la sphère et votre rail. On va établir alors la relation entre différents paramètres qu'on va extraire via la relation de roulement sans glissement. La vitesse de I de la sphère par rapport au rail égale, donc on va la réécrire en introduisant le repère R0, en utilisant les points qui appartiennent au solide, égale à la vitesse de I appartenant à la sphère par rapport à R0, moins la vitesse de I appartenant au rail par rapport à R0, égale au vecteur nul. Il est très important de mettre en place votre équation et après on calcule chaque quantité, on calcule la vitesse de I de S et la vitesse de I de votre rail. La vitesse de I appartenant à la sphère, on va passer par le point C, la relation de Varignon, c'est égal à la vitesse de C plus IC vectoriel oméga de la sphère par rapport à R0. Là, ce qu'on a fait, on a réécrit le vecteur vitesse dans la base UVZ0, ça veut dire R1. Pourquoi? Parce que là, j'aurai à extraire par la suite les équations en termes de projection. Donc, je devrais avoir une écriture uniforme dans l'ensemble des formes vectorielles dans la même base qui va me permettre d'avoir les projections de cette forme vectorielle. C'est pourquoi j'ai réécrit le vecteur VC, mais dans la base UVZ0. Et j'aurai donc finalement donc à faire le calcul IC, c'est égal à moins 1 porté par Z1. Et oméga de la sphère, on sait que c'est égal à psi point Z0 plus phi point V. Après, donc c'est un calcul vectoriel qui permet de donner la projection du vecteur VI de S dans la base UVZ0. Dès lors, la vitesse du point I appartenant au rail dans ce moment par rapport à S0, là, je vais passer par le point O, sachant que les centres des formes de révolution et les axes, ils appartiennent au solide. Donc, je passe par le point O. De temps que O est un point fixe, sa vitesse va être égale à 0, donc le calcul sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc, si la vitesse de O appartenant à rail par rapport à R0 plus IO vectoriel oméga du rail par rapport à R0, la vitesse de O égale à 0, IO c'est égal à R plus 1, donc moins R plus 1 porté par Z1, il est orienté négativement par rapport à Z1. Vectoriel psi point Z0, puisque la rotation du rail par rapport à R0, c'est psi point, et le produit vectoriel Z1 vectoriel Z0, ils appartiennent à la même figure plane, donc facilement, donc on peut en déduire que c'est égal à moins signe de θ V, porté par V, donc c'est égal à R plus psi point signe de θ V. Donc nous avons les deux entités. La vitesse de I de la sphère, du rail, il se fait d'utiliser la relation de roulement sans glissement, extraire la forme d'équation. Donc la relation sur V, elle est vérifiée. Si on prend la vitesse de I de la sphère, sa projection sur V, c'est exactement R plus 1 psi point sin de θ. Donc c'est vérifié. Les autres projections sur U et sur Z0 mène à la forme suivante, R d'état point plus A fait point égale à 0. Donc, ce qui permet d'en déduire l'équation R d'état point égale à moins A fait point. C'est la condition, c'est l'équation extraite de la condition de roulement sans glissement. Comme j'ai dit, c'est une équation qui est très intéressante dans la résolution généralement de mon problème. Quand j'ai à mettre en place
mon système d'équation en principe fondamental, par exemple de la dynamique, ça peut être utile comme équation supplémentaire pour relever les perstatismes de mon équation et permettre de résoudre mon système d'équation et extraire parfois, bien évidemment, donc l'équation des mouvements, ce qu'on appelle l'intégrale première du mouvement.